Bonjour et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos articles et de nos interviews sur www.planb.info avec un S à plan puisqu'il y a une multiplicité de plans B divers et variés qui sont pertinents. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Olagnon. Bonjour Aurélie. Bonjour Cyrus. Aurélie, nous nous sommes rencontrés à l'univers Shifté du Shift Project, donc le think tank de Jean-Marc Jancovici, qui fut l'occasion de faire beaucoup de belles rencontres. Outre le fait d'être une charmante jeune femme, tu es très engagée et bienveillante dans le domaine du vieillissement de la population et de la gériatrie, et tu vas nous expliquer tout ça. On va parler aujourd'hui justement du rapport entre écologie et santé. Il y a beaucoup de relations que les gens peuvent plus ou moins connaître, on va dire qui sont dans la sagesse populaire, par exemple le risque de zoonose par rapport à ce qu'on fait subir à la biodiversité et aux forêts, des questions comme la fonte du permafrost qui risque de libérer des virus et des bactéries enfermées depuis des milliers d'années, le risque de maladies tropicales qui peuvent remonter vers nos latitudes, par exemple la dengue et la malaria, les risques de pollution de l'air et de l'eau, les questions d'alimentation saine, de qualité des sols, et puis évidemment tout ce que le secteur de la santé et le secteur hospitalier produit comme polluants et consomme comme ressources. C'est un grand secteur d'activité qui, comme d'autres secteurs d'activité, a son empreinte carbone. Quelques points de repère, puisque on n'associe pas forcément tout de suite la question écologique à celle du vieillissement de la population, et c'est bien pour ça qu'Aurélie va nous présenter son travail. Nous sommes sur une tendance de plus 4% de seniors, donc de personnes de plus de 65 ans, par an en France en ce moment, et cela va durer un moment. Le pic auquel la part de la population, la part de seniors dans la population sera arrivé encore assez loin. C'est prévu pour le milieu des années 30, voire un peu plus tard. Donc la part de personnes âgées dans la population est partie pour augmenter. Pour donner un point de repère, en 2050, un habitant sur trois aura plus de 60 ans, contre un habitant sur 5 en 2005. Donc ces seniors de 2050, c'est par exemple moi. Donc c'est par exemple vous qui avez aujourd'hui 30, 40 ans. Donc cela vous concerne en premier lieu. Mais aussi, évidemment, c'est une question qui nous touche tous personnellement, puisque nous prenons tous soin de nos parents, de nos grands-parents, et espérons qu'ils aillent pour le mieux et que nous nous en sortions collectivement dans les différents défis auxquels nous faisons face. Je m'arrête là. Aurélie, je t'invite à te présenter ainsi que ton activité et puis enchaîner sur quel est ce fameux lien sur lequel tu travailles en termes de vieillissement de la population versus contraintes écologiques. Merci Cyrus, belle introduction. Je suis Aurélie Olagnon. Je suis consultante en gérontologie et je suis aussi diplômée de sciences politiques en politique publique de santé. J'interviens auprès de tous les acteurs du grand âge pour les conseiller dans leurs activités et je m'intéresse de manière personnelle et de maintenant professionnelle à la question de l'écologie. Et c'est dans le cadre de ma dernière année d'études que j'ai faite l'année dernière que je me suis intéressée à la question de la transition écologique des EHPAD. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est totalement étrange. Transition écologique d'un côté, transition démographique de l'autre. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Eh bien, parce qu'en fait, si du premier abord, on a l'impression qu'elles ne se croisent pas, j'ai le sentiment, et je l'ai prouvé dans l'étude que j'ai menée, que justement, les solutions peuvent être totalement conjointes. Voilà, les solutions, parce qu'on a un vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population dit augmentation de la dépendance. Augmentation de la dépendance des personnes âgées. On l'a vu, on l'a vu avec la crise du Covid, tout ce que ça avait impliqué les EHPAD. On a mis en lumière le besoin des EHPAD, le besoin de soignants, le besoin de management adapté, de tout ça. On a aussi le maintien à domicile parce que la politique actuellement gouvernementale, ce n'est pas de construire des EHPAD, c'est de favoriser le maintien à domicile. Donc, on a ces Moins deux cher, versants-là. c'est beaucoup moins cher, j'imagine. Alors, pas forcément. Il y a plusieurs explications. Il y a le manque de soignants aussi. Il y a aussi le fait que le maintien à domicile, on peut se reposer sur les aidants. Mhm. On est en Donc train d'avoir les aidants familiaux ou les amis, enfin voilà, les c'est ça, relations les aidants, personnelles de la personne âgée. exactement. Ouais. C'est ça, on est maintenant sur un petit peu une professionnalisation des aidants. Après, il reste des moments. Et puis, il faut aussi écouter les Français qui, pour 85% d'entre eux, souhaitent rester à vieillir à domicile. Donc, c'est aussi normal qu'on favorise le maintien à domicile.
Donc, c'est dans cette dimension-là que je me suis dit, OK, mais où est la place de l'écologie là-dedans? J'ai fait des stages dans les EHPAD pendant mes études de gérontologie. Et en fait, je me suis rendu compte que jamais on prenait en compte la dimension écologique. On mangeait, on allait commander des repas très loin. Je ne vous dis même pas les dépenses, on chauffait à 30 degrés. Enfin, donc, ça m'a interpellée et je me suis dit, il doit y avoir un autre modèle. J'ai eu l'occasion de rencontrer un directeur d'EHPAD pas très loin de chez moi, donc qui est dans l'Ain et qui est un EHPAD, on va dire, quasiment résilient. C'est-à-dire que c'est l'EHPAD un peu du bonheur, on mange local, circuit court, tout ça. Enfin bref, j'aurai l'occasion de le développer. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas de partout? Et ben en fait, on ne le fait pas de partout parce que ça n'a pas imprégné cette culture-là. Donc, je parle des EHPAD. Alors, tu as parlé de la santé, Cyrus. Dans la santé, il y a déjà quelques lois, hein, il y a un cadre qui existe dans la santé de manière générale au niveau des hôpitaux, par exemple, au niveau de tri, des déchets. Là, il y a des bouteilles plastiques qui vont être au même titre qu'ailleurs interdites et compagnie. Moi, vraiment, c'est le côté gestion des personnes âgées. Les EHPAD, on est sur un système où on est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins. Et on est aussi à la fois sur un lieu de travail des soignants et sur un lieu de vie des résidents. Et en fait, c'est le fait de voir ce truc un petit peu à part qui fait que j'ai l'impression que c'est un peu délaissé dans l'écologie. Et pourtant, ils vont avoir un rôle prégnant dans la prise en charge de la dépendance. Comme tu l'as dit, nous allons avoir besoin d'eux, forcément. Pareil pour le maintien à domicile. Qui dit personne âgée dépendante en maintien à domicile dit besoin de soignants, dit besoin de mobilité, donc besoin d'énergie. Besoin de matériel, de consommation. On n'est pas du tout dans la décroissance de ce côté-là. Il faut voir aussi que, par exemple, pour le maintien à domicile, peut-être que vous avez l'expérience, je ne sais pas, si vous vous cassez une jambe, c'est plus intéressant de vous faire prescrire des béquilles que d'en récupérer des béquilles qui sont déjà d'occasion. Ça coûte plus cher parce que la Sécu vous rembourse. Donc, c'est tout plein de petites choses comme ça sur lesquelles je me suis penchée qui font que pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans le développement durable en EHPAD. Voilà. Il y a, j'ai regardé là à l'instant, il y a 600 000 Français qui vivent en EHPAD. Bon, voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc, c'est des maisons de retraite pour ceux qui n'ont pas les acronymes en tête. Je vais préciser, les EHPAD, c'est pour les personnes dépendantes. Et tu as aussi les résidences autonomie qui sont pour des personnes, c'est les appartements un petit peu qui sont autonomes, mais où les personnes se regroupent. Après, il y a plein de systèmes qui existent en plus maintenant et qui se développent avec ce qu'on appelle du béguinage, des personnes qui vont se regrouper. On a de l'intergénérationnel, on a plein de choses. Il y a des résidences seniors. Donc là, oui, les 600 000 en EHPAD, c'est vraiment les personnes dépendantes. Donc, et les établissements pour médicaliser. Alors, les résidences seniors, ce sont pour des personnes non dépendantes. Oui, voilà. Bon, après, on peut les médicaliser, mais on est dans le maintien à domicile classique, en fait. Oui, d'accord. Donc après, ce que j'ai pu observer dans mon étude, c'est qu'un EHPAD, en soi, il n'a pas forcément de moyens pour faire de l'écologie. Il n'a pas de moyens financiers, ni de moyens humains, ni vraiment de moyens temporels, en fait. On n'accorde pas ce temps-là. Actuellement, le financement de la dépendance, c'est sur 2 tutelles. On a le département qui va financer toute la partie dépendance et la région qui va financer la partie soins. Et pour un EHPAD, on rajoute en plus la 3e entité qui va être l'EHPAD lui-même. Donc, en fait, en gros, on se retrouve avec avant, on appelait ça la convention tripartite entre le département, la région et l'établissement. Un établissement qui voudrait engager une démarche durable, il va devoir le faire sur ses propres finances parce que ce n'est pas reconnu forcément par la région et par le département. Et c'est un premier frein que j'ai relevé dans mon étude. C'est-à-dire qu'en gros, un EHPAD qui va dire moi, je m'engage dans ma convention avec le département et la région à, par exemple, baisser ma consommation d'énergie de 50%. On va leur répondre très bien, grand bien vous fasse. Nous, ça ne nous engage pas, c'est vous que ça engage tout seul. Donc, en gros, ils vont devoir augmenter le prix de journée pour pouvoir engager des dépenses. Voilà. Vous voyez, le système, donc, c'est pas vertueux, en fait. Ça ne donne pas envie de mettre de l'énergie et du temps. Donc, on en vient à un deuxième frein qui va être la formation, parce qu'en fait, finalement, les EHPAD que j'ai rencontrés qui, eux, sont engagés là-dedans, ce sont ceux qui étaient moteurs et qui avaient une appétence, en fait, au sujet. Des gens qui se sont lancés dedans, qui ont commencé par celui avec lequel j'ai travaillé, qui a commencé par prendre sa poubelle, retourner la poubelle, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et qui a commencé par réduire ses déchets.
arrêt de déchets qui est passé de 11 tonnes à 4 tonnes par an. La réduction des déchets, ça a entraîné forcément des économies qu'il a retranscrit en investissement durable, qu'il a retranscrit dans l'achat de fours vapeur qui permettent d'avoir une viande qui est quand même plus tendre, donc d'acheter moins de viande, d'avoir moins de déchets. Et après, c'est un vrai cercle vertueux qui a acheté des machines vapeur pour les soignants. On se retrouve dans un système où après, les soignants ont aussi des bénéfices. Forcément, comme on a moins de produits chimiques, comme on a des machines qui favorisent une posture qui est plus efficace. Et puis, voilà, je peux en passer, je pourrais en raconter plein. Et en final, on se retrouve avec un EHPAD où les gens sont heureux de vivre et sont heureux de travailler. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'un EHPAD comme ça, c'est un EHPAD qui a ouvert ses murs, où les gens du village traversent le jardin. On a des rencontres intergénérationnelles. L'EHPAD mange bio, ne fait que du circuit court maintenant la restauration de cet EHPAD sert à la cantine scolaire. Voilà, donc en fait on est rentré, mais ça vient d'une énergie en fait du directeur. Et c'est pas le premier en fait, j'en ai rencontré d'autres des EHPAD comme ça. Et c'est des EHPAD qui vont favoriser à chaque fois le bien-être du résident, du soignant. Il n'y a pas de turnover de soignants. On a entendu la crise à cause du Covid, qu'on n'a plus de soignants en EHPAD. C'est un milieu qui est difficile, qui n'est pas du tout valorisé. Et là, on se retrouve avec des EHPAD où on a quasiment des listes d'attente pour travailler quand même. Ah oui, oui. Voilà. Certains, donc, il y a beaucoup d'enjeux dans ce que tu évoques. Il y a celui de la sobriété énergétique ou de la résilience énergétique et de chacun faire sa part aussi pour la transition carbone. Et un EHPAD, comme beaucoup d'autres activités, consomme de l'énergie et émet du CO2. Et j'imagine sur cet enjeu-là, les gros pans, c'est l'isolation du bâtiment, c'est éventuellement des équipements qui sont particulièrement consommateurs, ou quels sont les grands ça va être la biens à aller gestion des obtenir? déchets. Ouais. Les déchets, tu sais, les protections des personnes âgées. Ouais. Tu vois, ces gestions-là, comment est-ce qu'on gère? Le gaspillage alimentaire. Donc, effectivement, l'énergie, est-ce qu'on peut gérer en énergie? Est-ce qu'on peut être autosuffisant au niveau alimentaire aussi? On peut très bien essayer d'avoir le jardin, le potager. Et puis tu fais des liens aussi, alors au-delà de, effectivement c'est très important, chacun sa part, c'est aussi redonner du sens aux soignants avec un projet d'établissement qui intègre les enjeux écologiques et qui peut effectivement être attractif pour des EHPAD, on en voit, oui, des EHPAD où les gens ont envie de travailler et d'autres non. Bon. Et puis, si je comprends bien aussi, un lien avec la qualité de vie au quotidien des résidents. Il ne faut pas oublier aussi que, donc, on parle des soignants, mais des gens, un EHPAD, ça reste un lieu de vie, c'est un lieu de mort, mais on accompagne la vie jusqu'à la fin. Et c'est aussi le moyen de donner un sens au quotidien des personnes. Et quel que soit ça, alors, il ne faut pas oublier qu'en EHPAD, ils sont dépendants, donc ça peut être à cause d'un problème moteur, mais ça peut être aussi un problème cognitif avec des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer. Mais c'est tout à fait possible d'envisager d'aller faire du jardin avec une personne qui a une démence. C'est tout à fait possible d'aménager aussi un poste de travail pour faire éplucher des patates à une personne qui aura des troubles moteurs. On peut aussi envisager plein de choses en fait. Et on redonne du sens, on donne de l'utilité et si on n'est pas utile, on ne se sent pas vivant. Et c'est aussi une façon de garder de la vie dans ces établissements. Et je vous assure que les gens qui sont en EHPAD et que si on leur donne un rôle qui va être de penser à aller cueillir les pommes, aller les donner aux copains et aller couper, faire une tarte, je vous assure que vous remettez vraiment de la vie. Et c'est ce que je retrouve de partout. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les thérapies non médicamenteuses maintenant. Pour faire le lien un petit peu, c'est qu'effectivement, en EHPAD, ce sont des énormes consommateurs de médicaments. Qui dit consommation de médicaments dit production, acheminement, et toute l'empreinte carbone que ça génère. Et en fait, là, j'ai travaillé à un EHPAD aux Pays-Bas et en fait, ils ont développé toutes les thérapies. Alors, on a beaucoup pour les démences, des thérapies par le câlin. Et eux, ils ont utilisé des poules qui aiment se faire câliner. Voilà. Donc, les poules, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, c'est très sympa, ça met de la vie, ça permet de faire venir les écoliers d'à côté, ça fait des œufs, on peut manger les œufs. Enfin, on est vraiment sur un cercle vertueux. Et alors là, je vais pousser mon petit coup de gueule qui me fait du bien parce que je me décris un petit peu comme une éco-gérontologue, c'est qu'on a quand même en France, forcément, comme on a une population qui est dépendante, on a tout un marché qui accompagne
ce secteur, forcément, avec des développements d'objets. Et vous avez des choses qui existent, hein, qui sont créées pour justement combler ce besoin de câlin, par exemple, Ouais. des peluches, des choses comme ça. Donc, des choses qui sont créées de toutes parts, une production qui nécessite de l'énergie, de l'acheminement, on en revient toujours au même, alors qu'il existe des poules. Il existe des poules, il existe des chats, des lapins, tout ça. Et la zoothérapie, ça a ses bénéfices. Je suis désolée, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Ouais. Donc, on est un Moi, petit peu, alors on n'est pas dans la décroissance, mais on est quand même dans un état des lieux. Et c'est ce que j'explique quand je donne des formations sur ce sujet et que j'accompagne les EHPAD. C'est qu'en fait, on est dans cet a priori que faire de l'écologie, ça coûte cher. C'est qu'il faut forcément faire faire des investissements. Et quand j'explique qu'au contraire, c'est se poser, faire un diagnostic. Quelle est ma plus grande marge de manœuvre? Est-ce que ça va être sur l'énergie? Est-ce que ça va être sur les déchets? Est-ce que ça va être sur l'alimentation? Est-ce que ça va être... Voilà, peu importe. Mais ce qui fait qu'au final, on sait que là où on va agir, on sera efficace. Et ce qui permet après de rentrer dans un cercle vertueux et d'arriver dans un EHPAD, là, comme celui que j'accompagne, qui fait 40 000 € d'économie par an et qui est retranscrit en temps de travail. C'est-à-dire qu'il embauche. Et comme il embauche, ils ont dû rouvrir une classe dans le village. Voilà. Donc, on est sur du local qui est tout à fait transposable au maintien à domicile aussi. Et là, j'en viens à la politique actuelle où justement, dans le milieu de la gérontologie, pour accompagner cette dépendance qui va être de plus en plus importante, c'est pouvoir faire des EHPAD des lieux ressources. Et on a des gériatres, on a des professionnels qui sont aptes. Et en fait, pouvoir essaimer, c'est-à-dire le savoir de ces EHPAD et le transposer à domicile, faire des liens. Et on est là-dedans. C'est-à-dire, pourquoi pas, la restauration de l'EHPAD qui sera devenue en circuit court, bio, pourra aussi servir aux personnes qui sont en maintien à domicile. On est vraiment sur un cercle. Alors, c'est quelque chose que je dis beaucoup, le cercle vertueux, parce qu'en fait, il suffit de mettre le doigt dans l'engrenage et après, ça déroule tout seul. Ouais. Voilà. Passionnant. Passionnant. Tu sembles, ici et là, dans ton discours, faire allusion à quelque chose comme, on va dire, la santé préventive, qui est aussi plus économe en ressources que la santé curative. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu tes perspectives là-dessus? De toute façon, de manière générale, la prévention, c'est ce qui paye le plus, mais ça demande une vision à long terme. Et la vision à long terme, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se pratique ni dans les mesures de politique publique de santé, ni dans les établissements qui ont des visions annuelles, voire éventuellement pluriannuelles. Là, moi, je parle d'un travail sur un EHPAD qui a commencé en 2013 et qui a commencé à vraiment être visible en 2015, 2016. Et par la simple volonté effectivement du directeur. Mais là, il y a une étude en 2020, une étude du Lancet qui est sortie. En fait, on en a parlé il y a quelques années, on disait la maladie d'Alzheimer, ça va être la grande maladie, ça va être horrible, on va tous finir comme ça. Tout ça faisait peur, oui. Voilà, il se trouve que l'incidence a baissé en fait. Au niveau de la maladie d'Alzheimer, il y en a moins que prévu. Depuis combien de temps on s'en rend compte que l'incidence finalement plafonne ou baisse? Alors, l'étude est sortie en 2020. On avait quand même des ressentis au niveau des soignants, des neurologues, tout ça. D'accord. Mais là, il y a vraiment eu des chiffres. Alors, je n'ai pas tous les chiffres là, mais l'étude, elle conclut vraiment que ça a baissé et c'est probable. Alors, ils disent que c'est probablement en raison des améliorations apportées à l'éducation, à la nutrition, aux soins de santé et au changement de mode de vie. Donc, on est vraiment sur quelque chose, sur la prise en compte globale de la personne de manière préventive. Empêche, du moins, évite peut-être le développement de la maladie d'Alzheimer ou du moins ralentit son évolution. Se maintenir intellectuellement actif, ça aide aussi ou c'est une légende urbaine? Oui. Non, c'est pas une légende urbaine. En fait, non, c'est vraiment vrai. D'accord, ça existe. C'est vrai. Et en plus, l'accompagnement maintenant de plus en plus de la maladie d'Alzheimer se fait par des thérapies non médicamenteuses parce qu'on n'a pas de traitement. Donc, c'est très symptomatique et justement, on a plein de choses qui existent, qui peuvent être faites de manière, on va dire, écologique au sens premier du terme, avec ce qu'on a sur le terrain, en fait, sans dépenser des milliers et des cents. Voilà. On en parlait en préparation aussi, Aurélie. Aujourd'hui est le jour, on est le 25 octobre, je ne sais pas quand est-ce que cette interview sera diffusée, mais viennent de sortir les scénarios RTE qui rappellent que dans le cadre de notre stratégie nationale bas carbone, on est engagé à consommer 40% d'énergie finale en moins dans 30 ans.
C'est pas, comment dire, c'est pas l'Everest, mais déjà, ça veut dire qu'il faut pas augmenter cette consommation d'énergie. Déjà, c'est une chose. On peut même pas la stabiliser. Il faut la diminuer de 40%. Ça veut dire un bon moins 1% par an. Donc, ça paraît rien, mais c'est-à-dire que pour ceux qui ont 20 ans, ça veut dire que lorsqu'ils auront la cinquantaine, ils consommeront 40% d'énergie en moins par rapport au quinquagénaire actuel. Ça va être un mélange de sobriété et d'efficacité énergétique pour y parvenir. Et donc, pour ce qui reste de consommation d'énergie, pour être net zéro en carbone, il faut que ce soit de l'énergie bas carbone. Donc, bon, faut produire de l'énergie bas carbone et diminuer le besoin. Parenthèse refermée. Tout ça pour dire que, avec ton retour d'expérience, il semblerait que ce moins 40%, tu le perçois sur le terrain, enfin, en termes de potentiel dans les établissements dans lesquels tu travailles. Enfin, tu te dis, tiens, oui, c'est possible, en 2050, l'EHPAD sera à moins 40%. Niveau énergie, Oui, oui, alors, l'énergie, en comptant effectivement l'énergie, quand on parle de réduire les gaspillages alimentaires, ça réduit aussi la consommation d'énergie nécessaire pour produire des aliments qui seront jetés. Hein. Donc, moi, je pense que c'est possible, mais il faut une démarche qui soit vraiment très globale et qui soit portée par les politiques publiques. C'est-à-dire que pour l'instant, le constat, ce que je te disais tout à l'heure, justement, ce n'est pas valorisé en termes de démarche. Et pourtant, il y en a plein, il y a plein de petites choses qui se font, hein, mais malheureusement, comme ce n'est pas porté par le ministère de l'Autonomie, par exemple, enfin, chargé de l'autonomie, on n'a pas de démarche globale. Je suis intervenue quand même il y a récemment pour les directions d'EHPAD pour la Croix-Rouge, justement dans cette démarche RSO, donc responsabilité sociétale des organisations, qui, voilà, ça commence à infuser, la RSO commence à prendre aussi en EHPAD. Et moi, je mélange vraiment, dans mes conclusions d'études, je mélange la RSO avec la QVT, donc les qualités de vie au travail. On est vraiment sur la même chose, il suffit de faire un diagnostic. Le résultat est là. Après, on se retrouve avec. C'est sûr que si on a un discours en disant à nos agents, à nos employés d'EHPAD, il faut à tout prix faire de l'écologie, il faut faire de l'écologie, mais débrouillez-vous. Ben non, en fait, là, on est sur un cadre managérial, c'est-à-dire que c'est au directeur, à la directrice de prendre cette problématique à bras le corps et d'engager ses équipes en ce sens. Parce que la personne qui n'est pas engagée elle-même personnellement en écologie, elle ne va pas s'embêter à le faire à son travail. Et au contraire, on peut avoir des résistances, parce que si ce n'est pas dans sa manière de penser, on est sur vraiment de l'accompagnement au changement. Et le problème, c'est que les directions ne sont pas forcément formées à ça. Elles sont formées au management, évidemment, mais on n'a pas toute la question de l'écologie. Je l'ai vu dans mon étude, hein, j'ai interrogé des formations, donc l'école de Rennes, le HESP qui forme les futurs directeurs d'EHPAD, donc qui prend en compte cette dimension écologique, mais plutôt à travers l'architecture, par exemple, des EHPAD ou la rénovation. On a la même chose à l'école de Montpellier, qui va vraiment va l'aborder sur le côté écologique architectural. Donc, c'est très focalisé sur le bâtiment, ce qui est déjà pas mal, mais oui, c'est qu'un bout du chemin. Le côté RSO management n'est pas encore bien généralisé. Et en plus, je vous parle de ça, de directions qui sont formées maintenant. Mais toutes les personnes qui sont déjà en exercice, sont déjà en fonction. Bah oui. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose? Et je me suis retrouvée avec des personnes pour mon étude que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit, enfin en entretien, qui m'ont dit, mais moi j'ai voulu faire de l'écologie, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me vendre un super composteur, du coup j'ai payé 10 000 € le composteur, on l'a installé, on a une personne qui est venue nous expliquer, puis en fait on s'en est jamais servi. Et en fait, je lui ai expliqué, mais vous aviez un jardin? Bah oui, on a un jardin. Bah, pourquoi vous n'avez pas commencé par un truc tout simple qui vous aurait coûté 4 palettes, quoi? On n'a pas pensé. Et en fait, et puis parce qu'il n'a pas inclus ses équipes dans cette démarche-là. Donc, on est vraiment sur un accompagnement global et vraiment managérial, hein, de la RSO en EHPAD, par du participatif, par de l'ouverture sur l'extérieur, par plein de choses, qui fait qu'on a vraiment une méconnaissance du sujet. Donc, ce n'est pas par manque de volonté ou ce n'est pas par manque d'envie. Au contraire, tous ceux que j'ai eus m'ont dit, mais on a envie en fait, on a envie, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas les connaissances. Ouais. Donc, le point de départ véritablement de la transformation, c'est que c'est une impulsion donnée par le directeur de l'établissement. Donc, voilà, encore faut-il qu'il soit formé, accompagné, sensibilisé.
qu'il trace un horizon qui soit mobilisateur et porteur de sens pour l'ensemble des parties prenantes, donc les soignants, les habitants, les résidents, évidemment. Et puis, si je comprends bien, alors peut-être qu'on pourra en parler maintenant, mais embarquer tout un écosystème local et territorial avec lui. Enfin, qui sont les autres acteurs qui peuvent tirer dans le sens que tu Alors, évoques? Alors, ça tombe bien, donc justement à côté avec l'histoire de l'EHPAD ressources, l'EHPAD plateforme. Mhm. Pour moi, il y a des acteurs. Alors après, j'ai une casquette d'élu aussi dans mon petit village et je sais combien on ne mobilise pas assez les acteurs. On a vu combien les maires, combien les conseillers municipaux, combien les CCAS ont été. Donc, CCAS, euh, bref, vous Euh, voyez l'action sociale des mairies. Attends, centre communal. Centres communaux Attends, d'action sociale et les ouais. CIAS, les centres intercommunaux d'action sociale, combien ils avaient leur rôle. Ce sont les personnes qui sont dans ces commissions, qui ont pris leur téléphone, qui sont allées appeler les personnes âgées, isolées, pour voir comment elles allaient, pour les emmener à la vaccination, pour se mobiliser, pour créer des transports, pour aller se faire vacciner, se faire dépister. Et on n'a pas forcément de moyens Ouais. pour faire ça. Ce sont des bénévoles, il ne faut pas oublier les conseillers municipaux. Il n'y a que les adjoints qui ont des rétributions, mais Mm. il y a eu une mobilisation qui est énorme et je pense qu'ils ont leur rôle à jouer avec les EHPAD pour se mettre en lien. Là, ça me fait l'occasion de parler d'une action que je suis en train de mettre en place dans l'Isère avec un EHPAD, justement pour ouvrir les EHPAD vers l'extérieur et pour faire rentrer les gens dans l'EHPAD. Il y a eu un appel à projet pour justement le maintien d'aide aux aidants pour les personnes qui sont en maintien à domicile. On a tourné ça vers la prévention de la dénutrition. J'en profite pour dire qu'il y a la semaine de la dénutrition à partir du 12 novembre. Et on a tourné ça donc de manière avec des ateliers culinaires. On a répondu à l'appel à projet pendant le deuxième confinement, et je me suis dit on va intégrer les restaurateurs locaux. Donc Mhm. j'ai appelé deux restaurateurs locaux, et je me suis dit est-ce qu'on peut faire des ateliers culinaires avec vous? Ils étaient super contents. Donc l'action commence la semaine prochaine, et on a enfin relié l'EHPAD, les gens à domicile, les acteurs locaux. Donc là, on a choisi les restaurateurs, mais ça aurait pu être des commerçants, ça aurait pu être des libraires, ça aurait pu être plein de choses. Et la commune. C'est-à-dire que le Mm. CCS se fait relais, va aller chercher, va nous prêter ses voies d'affichage. On va avec l'EHPAD, on va récupérer la navette, on va aller chercher les gens à domicile. Ça y est, cet écosystème, il est déjà en train de se créer. De toute façon, ça fonctionne comme ça, c'est par les appels à projets. Après, il y aura une évaluation de cette action. Et le but du jeu, c'est de montrer que c'est facilement reproductible. C'est pas quelque D'accord. chose qui coûte cher, ça demande juste de coordonner ça, de mettre une personne qui va coordonner ça. Et pour moi, c'est exactement ce que j'explique, le fait d'être dans un écosystème qui peut tout à fait territorial, et du coup, on va lier la perte de l'autonomie, hein, la prise en charge de la dépendance des personnes âgées qui vont être de plus en plus nombreuses. Et on a déjà toutes les armes, en fait. Mais il faut maintenant essaimer, il faut aller plus loin, il faut porter et soutenir, en fait, les initiatives. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué comme solution potentielle? Non, mais je sais qu'il y en a plein. Enfin, déjà, bon, il y a La eu. formation des soignants. Ah La bah oui, oui, formation. oui. Oui, oui, non, poursuivons sur ce point. Parce que jusque-là, on en a évoqué beaucoup. Bon, effectivement, toutes les solutions anti-gaspi ou efficacité énergétique, ou enfin, il y a des gains à aller chercher, plus ou moins grands, plus ou moins petits, mais il y a pas de petits gains dans l'affaire dont on parle. Il y a effectivement la mobilisation des parties prenantes et l'impulsion initiale quand même donnée par le directeur d'établissement qui fixe une stratégie d'établissement qui intègre sur des horizons de temps longs les enjeux écologiques qu'on évoque. Effectivement. Ah oui, on évoquait aussi, comment dire, faire ruisseler tout ça vers le maintien à domicile, les Voilà. solutions qu'on aura trouvées. Et puis effectivement, alors la formation des soignants, oui, je te laisse poursuivre là-dessus. Non, mais c'est vrai que là, on a le niveau. J'ai expliqué qu'il y avait le niveau des politiques publiques qui n'était pas forcément très efficace pour le moment pour impulser une dynamique tout en haut de l'échelon. On a l'échelon managérial qui effectivement a ce rôle-là moteur, mais on a aussi les soignants, ceux qui sont au plus proche des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en EHPAD, qui eux aussi, elles aussi ont leur rôle à jouer. Et le rôle de la formation, forcément, si on ne va pas expliquer comment on peut prendre en charge des personnes en essayant d'éviter les thérapies médicamenteuses, si on peut essayer autre Mhm. chose,
il y aura pas d'impulsion forcée. Enfin, ça va être des personnes qui vont l'avoir cette dimension-là de manière personnelle, mais si ce n'est pas intégré dans un univers professionnel, il va falloir être un peu plus convaincant en tant que direction, alors que si c'est déjà intégré dans la formation, alors que ce soit des formations d'aides-soignants et soignantes, des infirmiers infirmières, et puis même tout ce qui est paramédicaux. Alors là, je travaille avec une ergothérapeute qui est géniale parce que du coup, elle fait en sorte tout son matériel, elle l'achète de manière d'occasion. Mhm. Il y a des boîtes maintenant qui se développent, qui récupèrent des déambulateurs et qui les reconditionnent. Pareil pour des fauteuils roulants. Donc, et elle va plutôt aller vers ce mode-là, mais parce que c'est une sensibilité personnelle. Ouais. Il n'a pas été formé, on ne lui a pas dit, par exemple, pendant ses études, il y a des boîtes où ils font du reconditionnement. C'est Ouais, elle-même, ouais, elle est, donc on pourrait avoir toute cette dimension-là, durable, dans les formations, ouais. Autour voilà, du réemploi, de l'économie circulaire, qui est, par exemple. sont des notions qui s'appliquent dans absolument tous Ou les. du prêt, se prêter aussi et prêter les choses entre personnes dépendantes. On Hum. peut tout à fait l'envisager, au lieu d'avoir chacun son fauteuil roulant, alors qu'en fait, on s'en sert une fois tous les 15 jours. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de se le prêter? Enfin, voilà, c'est aussi c'est du bon sens, c'est des choses qu'on nous demande, fermer le robinet quand on se brosse les dents, tout ça. On peut tout à fait l'envisager dans un milieu professionnel et dans un cadre de santé. C'est tout à fait possible. Mhm. Je ne sais plus quel était le chiffre qu'on nous avait justement à l'univers Shifté qui avait fait un plan de transformation de l'économie française sur la totalité enfin pas la totalité, mais sur une quinzaine de secteurs d'activité en France, dont la santé. Je ne sais plus si la santé pesait pour 8 ou 10 ou 12% de la consommation d'énergie en France. Bon, en tout cas, c'était loin d'être négligeable. Donc c'est un gros poste de consommation. Et puis, ben, quand même, une grosse partie des moyens et des ressources consacrées à la santé le sont pour les quelques dernières années de nos vies. Donc, ce que tu évoques couvre une grosse partie de ce 8, 10, 12%. D'ailleurs, est-ce que tu as pu parcourir le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, enfin, ou pas? Non, pas Non, encore. d'accord. Non, bah, enfin, on invite nos auditeurs à le. Désolée. Non, 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 je t'en prie, non, non, c'était une question comme ça pour voir ce que tu en pensais, si tu retrouvais tes petits. Mais pas de problème. J'ai beaucoup Euh, de petits en ce moment, alors là, Non, j'imagine bien, et tu as une activité intéressante et un positionnement assez unique en tant que consultant. Alors, parce qu'il y a des consultants d'un petit peu tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment du concret. Et puis, j'imagine que c'est une activité qui est vouée à se développer. Peut-être pour une note de conclusion, bah, que devraient faire nos politiques éclairés pour accélérer les transformations que tu évoques? j'ai parlé justement d'un manque comment dire, de politique nationale globale au niveau environnemental et écologie, enfin, et gérontologie. Et on a cette espèce de truc qui ne sort pas, qui est la loi Grand Âge et Autonomie, qui est censée sortir depuis des années, Hmm. qui est la loi la plus documentée, qui a des rapports permanents. Et enfin bref, on a toutes les armes pour la sortir, qui était une promesse du quinquennat et qui n'est toujours pas sortie. Ah ouais. En soi, on pourrait s'en passer parce qu'on peut très bien faire des mesures dans le Ségur de la santé, on peut faire des mesures dans une mesure, par exemple, pour le logement, on peut faire le logement et intégrer les EHPAD dedans, on pourrait faire des mesurettes comme ça. Mais avoir une vraie loi grand âge et autonomie permettrait d'ajouter la fameuse dimension environnementale qui pourrait contraindre les tutelles à en Hmm. prendre aussi cette dimension. Et qui dit contrainte, enfin, qui dit droit, dit devoir. Donc, si on donne une obligation, par exemple, de faire des démarches environnementales, il y aura forcément des moyens qui vont être alloués aux EHPAD. Donc, il y aura des indicateurs, on aura de quoi mesurer tout ça. Et avoir un vrai cadre, ça évite de faire des petites mesurettes qui vont être prises chacune dans leur coin, qui n'auront pas du tout de direction globale et qui risquent d'être prises un petit peu au dernier moment, suite à, par exemple, j'en sais rien, une pandémie, qui finalement auront peut-être une efficacité pendant un an, mais qui auront un effet délétère dans 10 ans. Alors qu'une vraie vision préventive, alors on ne va pas prévenir la dépendance, on sait très bien qu'on aura des dépendants, mais on peut prévenir le cadre dans lequel s'inscrit cette dépendance. Donc pour moi,
Là, la priorité, ce serait d'ajouter la dimension environnementale dans la loi grand âge et autonomie, qui peut-être sortira un jour. Et pour moi, c'est un vrai enjeu pour les présidentielles, le candidat qui sortira la loi grand âge et autonomie, et qui du moins en parlera, vraiment aura compris un enjeu énorme, parce qu'au-delà de l'aspect juste écologique, environnemental, avoir autant de gens dans la dépendance qui arrivent avec aussi peu de soignants, aussi peu de personnes actives, aussi peu de finances, voilà, ça aura un impact économique énorme. Ouais, Voilà. ouais, ouais. J'ai regardé sur les principales préoccupations des Français, là encore les dernières statistiques. Donc la numéro un est le pouvoir d'achat. Bon, sachant que les dépenses de santé sont quand même une partie importante de ce pouvoir d'achat, et puis aussi prendre soin de de nos aînés, hein, c'est un poste important. L'environnement arrive en deuxième position. Je ne sais plus si en troisième, c'est la sécurité ou l'immigration ou la délinquance. Enfin, il y en a deux parmi ces trois-là qui arrivent, je sais pas quoi, dans le top 6 ou 7. Peu importe. Tout ça sont des sujets importants, et pourtant, on parle de tout sauf tout ça. On parle de rien en ce moment, donc on espère que ça va décoller. On parle du dernier sondage, on parle de la dernière petite phrase, etc. Et il y a peu de propositions pour le moment, De vraiment fond. de Manque de fond, fond. concrètes sur tous les sujets qu'on évoque ici. Et bon, bah, espérons que des partis se saisissent au moins de ces sujets-là, qui au final intéressent les gens et les préoccupent au quotidien. Donc que l'environnement soit le deuxième sujet, c'est plutôt pour une agréable surprise, parce qu'on pense pas forcément que ça. On peut penser que ça ne nous impacte pas forcément au quotidien, mais il semblerait que si. Donc il y a une fenêtre d'opportunité pour en parler et pour le relier à tous les autres sujets de notre vie quotidienne, puisque comme tu viens de l'exposer de manière très intéressante, c'est très prégnant aussi dans le domaine du grand âge et des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Voilà Aurélie, mais merci beaucoup en tout cas pour cette intervention, Merci, c'était très Cyrus. intéressant. Et puis est-ce qu'il y a un lien auquel on peut accéder à ton étude? Est-ce qu'elle est publique? Alors, pas encore. Je vais publier bientôt, certainement. Je ferai passer, mais pour l'instant, c'est en cours d'écriture. D'accord, bah, en tout cas, Voilà. J'ai le mémoire, mais je ne suis pas sûre que donner le lien pour les 100 pages soit. J'ai prévu pour trouver éventuellement quelques-uns de mes articles sur mon site, hein, que c'est aurélie-olagnon.com. d'accord. Et Oui, oui, on mettra le lien, donc voilà. aurélie-olagnon.com, on mettra le lien là en commentaire, et puis les gens peuvent te joindre pour discuter de ces sujets-là. Merci beaucoup Ouais. Aurélie, à bientôt. Merci Cyrus. Au revoir.